Bien, bonjour et bienvenue à tous pour donc ce live SEO avec Mathieu Tournade de l'agence Yakamama mis en place par les élèves de l'école EMWeb, qui est une école donc qui donne des cours par correspondance sur tous les métiers du web marketing et développement et autres. On va parler un petit peu du SEO aujourd'hui, on va contextualiser un petit peu l'entretien. Ensuite, on va voir un petit peu quelles sont les avancées du SEO sur l'avenir. Et puis ensuite, on parlera du fait de l'importance d'intégrer la stratégie SEO dès l'écriture du code d'un site internet. Voilà, dans un premier temps, ce que je te propose, Mathieu, c'est de te présenter un petit peu, nous expliquer un petit peu qui tu es, nous présenter ton agence Yakamama. Ouais, ok, pas de problème. Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être là. Merci de m'avoir invité. Oui, donc Mathieu Tournade, Yakamama. Qu'est-ce que je fais? J'ai une petite agence de référencement où je suis tout seul à temps plein, mais j'ai pour habitude de bosser avec pas mal de collègues, de sous-traitants et puis de personnes extérieures. Donc c'est pour ça que je mets des gros guillemets sur le mot agence. Je fais du référencement maintenant depuis plus de 3 ans. J'ai un blog et j'ai aussi un podcast dédié au référencement, un podcast vidéo qui marche plutôt bien et qui me ramène pas mal de monde et pas mal de tests d'outils et pas mal de connaissances et voilà, et c'est ça qui me plaît. Voilà. Ok, très bien Mathieu. Merci donc pour cette présentation de toi-même et puis de ton agence. Alors est-ce que tu peux nous expliquer, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, un peu en introduction, parce que c'est la question que moi je me pose et que d'autres se posent également, j'imagine. Quel est ton parcours professionnel finalement? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir référenceur? Parce que c'est pas un métier commun entre guillemets. Donc quel cursus est-ce que tu as fait et comment tu en es venu là finalement? Est-ce que c'est venu comme ça? Est-ce que tu as fait des diplômes spécifiquement orientés là-dessus? Alors, moi j'ai un cursus qui ressemble à beaucoup de cursus de référenceur, c'est-à-dire qu'à la base, effectivement, il n'y a pas de formation en référencement, et moi je suis ingénieur en bâtiment. Donc j'ai une formation dans le bâtiment, donc effectivement rien à voir avec l'informatique. Pour autant, effectivement, l'informatique est une passion, hein, comme beaucoup de référenceurs. Et comment j'en suis venu à faire du référencement pur et dur? J'ai commencé à bidouiller des CMS. Alors pour raconter la petite histoire, je vais faire mon storytelling, mais je fais du bateau et je faisais une régate avec un copain qui lui développait des sites sous Joomla. Et il fallait refaire le site du club de voile du coin et qui m'a parlé de Joomla. Je me suis dit, tiens, je connaissais pas ce truc-là, je connaissais pas les CMS. Je me suis dit, allez hop, j'ai passé je sais pas combien de temps à essayer d'en installer un, d'en paramétrer un. Voilà, bref, je me suis formé là-dessus. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à faire les sites des copains des copains. Au bout d'un moment, les copains des copains me demandaient combien je prenais. Donc c'est comme ça que je me suis monté en auto-entrepreneur. J'ai commencé à monter pas mal de sites. Et puis très, très naturellement, on s'est posé la question du référencement derrière, et donc moi j'ai perçu mes limites en termes de développement pur et dur, n'ayant pas forcément les bases techniques pour arriver à faire des sites autres que du simple Joomla ou du WordPress, sortir du cadre du blog et du CMS. Donc je me suis vraiment axé sur le référencement parce que tout le monde est égal là-dessus, hein. Il y a pas vraiment de règles, il suffit de s'y mettre, il suffit de s'y intéresser, il suffit de tester. Il n'y a que les résultats qui parlent. Donc voilà un petit peu pourquoi j'en suis là actuellement. Hop, ok, très bien. Écoute, je te remercie. On va attaquer donc un petit peu dans le vif du sujet. On va parler SEO pur et dur cette fois-ci. Alors le SEO aujourd'hui, qu'est-ce que c'est finalement? Alors qu'est-ce que c'est que le SEO? Si on résume le SEO simplement, on peut résumer le SEO simplement à regarder les positions qu'on a pour notre site internet sur Google. Voilà. Sachant que d'une manière générale, les clients, ils veulent être premiers, deuxième, troisième, après tout ça, ça les intéresse pas plus que ça. Ce qui les intéresse, c'est ils veulent premier. Voilà, ça c'est la vision client qui frappe à la porte et qui croit connaître le SEO. Ok, d'accord. Alors pourquoi finalement aujourd'hui, parce que quand on parle de SEO, évidemment, on s'intéresse aux moteurs de recherche, bien sûr. Pourquoi aujourd'hui finalement est-ce que Google arrive à s'imposer au niveau de la part de marché, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Espagne, que ce soit en Allemagne et dans tout un tas d'autres pays? Qu'est-ce qui fait que Google l'emporte face à des Bing, à des Yahoo, qui pour certains étaient déjà là finalement bien avant lui?
Allô, allô. Oui, Mathieu, vas-y. Ouais, voilà. Je sais pas qui c'est qui m'appuie sur le petit bouton qui me mute, mais oui, pourquoi Google? Pourquoi Google? Bah, c'est une bonne question. Bon, je suis pas forcément spécialiste de l'histoire des moteurs de recherche. Moi, j'ai tendance à dire, je vais te parler de mon propre cas. Bah, je pense que Google propose des résultats qui sont plus pertinents que d'autres. Le fait d'avoir une interface simple, ça plaît plus au premier abord, je pense. Et puis, l'intégration à l'ensemble des navigateurs de manière native, c'est quelque chose qui a bien pris par rapport à d'autres. Voilà, après, bon, d'après moi, c'est ça le facteur. Et puis, il y a l'ensemble des outils qu'ils proposent aussi à côté. Maintenant, aujourd'hui, avec le Hangout qu'on est en train d'utiliser, le Google Doc, enfin tous les outils Google, toute la galaxie Google, le Picasa Web, Google+, etc. Enfin, c'est quand même très difficile de se sortir de cette emprise, quoi. Ok. Et alors, avec plus d'une trentaine de mises à jour de Google Panda, par exemple, en 3 ans, je crois, comment finalement est-ce qu'aujourd'hui on peut s'y retrouver? Parce que c'est un peu compliqué. Un jour, on nous dit, bah voilà, l'authorship c'est bien, le lendemain, on nous dit, bah l'authorship finalement poubelle. Sur tout un tas d'autres éléments, ça fonctionne un peu pareil. Alors, comment est-ce qu'on peut suivre, comment est-ce qu'on peut s'y retrouver finalement quand on n'est pas référenceur professionnel, mais que, bah voilà, on est développeur, on est webmaster, on est web designer, on doit faire un peu de SEO, et finalement, comment est-ce qu'on peut arriver à naviguer dans tout ça? Bah, j'ai tendance à dire qu'il faut bien séparer deux choses. Ce qu'on lit partout, enfin tout ce qui est actualité, les mises à jour, les grandes annonces, les grands articles de blog qui ont trouvé le critère à éviter ou absolument à traiter, et le fond du référencement, hein, c'est-à-dire un site propre, un site optimisé comme il faut, et du lien qui vient naturellement et une autorité qui grandit naturellement. C'est vraiment deux choses. Je pense qu'il faut, enfin, moi en tout cas, je sépare bien. Tout ce qui est actualité, je prends, j'écoute, je me tiens au courant. Pour autant, c'est pas forcément quelque chose. Enfin, personne ne détient la vérité. Il n'y a que Google qui connaît le fonctionnement de son algorithme. Personne n'a de vérité, même les plus grands blogueurs, même ce que je dis moi, c'est pas du tout une vérité. C'est un avis, mais c'est un avis qui est valable aujourd'hui et qui peut évoluer. Donc je pense qu'il faut tester, il faut essayer, faut pas hésiter à quand même avancer, il faut essayer, surtout quand on débute, de faire abstraction de toutes ces nouveautés qui arrivent. Alors ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Reprenez les basiques, reprenez les optimisations de base, les balises title, les métadescriptions, les liens internes, ce genre de choses. Il y a déjà suffisamment de travail à faire là-dessus avant de commencer à s'inquiéter de l'authorship, du HTTPS, oui, non, enfin le grand débat en ce moment. Enfin voilà, ça c'est mon point de vue. Ok. Il y a tout un tas de choses justement, donc comme tu l'as dit, qui sont inutiles, d'autres qui sont utiles parce que effectivement, selon le degré d'appétence, enfin l'appétence qu'on a par rapport au SEO et les connaissances, est-ce que par exemple aujourd'hui, il est encore utile de référencer son site sur certains annuaires? Moi, honnêtement, je travaille plus avec des annuaires. Il y a peut-être à tort, hein, encore une fois, hein, je prétends pas avoir la vérité. Je vais vous parler de ce que je fais moi. Maintenant, j'évite. C'est vrai que ça a bien marché pendant un moment. Il demeure pour autant certains annuaires qui sont qualitatifs. Maintenant, est-ce qu'ils apportent vraiment quelque chose de significatif? C'est quelque chose à faire, mais c'est pas la première action que j'ai tendance à conseiller moi à mes clients. D'accord, très bien. Et alors aujourd'hui finalement, on met en place une campagne de référencement avec différents outils. Euh, Quels sont les objectifs d'une campagne de référencement? L'objectif, je crois, numéro un, c'est déjà que le client revienne sur son retour sur investissement. Ça, c'est la chose qu'on a tendance à un petit peu oublier. On en parle toujours dans le discours commercial, on le met sur les sites internet, mais le client qui va dépenser 1000 euros par mois, s'il s'y retrouve pas au bout de 6 mois, soit il considère que c'est de l'investissement vraiment sur le long terme, soit certains clients, ce qui est quand même une grosse majorité, ça représente quand même une grosse somme. Bon, il faut qu'ils s'y retrouvent, quoi. Donc, il faut qu'on génère du trafic. Et puis, il faut que derrière, eux, ils arrivent à convertir. Je pense à un e-commerce, par exemple. Bon, si on fait venir 3000 personnes par jour sur un e-commerce et que personne n'achète, le client va pas être content. Pour autant,
Est-ce qu'on peut considérer que le référencement était mal fait, sachant que nous, notre travail, on peut dire qu'il s'arrête une fois que le client est sur le site. C'est-à-dire on amène le trafic sur le site, mais après, si tout ce qui est tunnel de conversion, si les boutons sont pas bons, si la boutique est pas bonne, si les tarifs de la boutique sont pas bonnes, ils sont pas attractifs, bon, est-ce que le référenceur peut être tenu responsable de ça? Moi, je peux pas m'empêcher de donner mon avis au client et je fais pas l'autruche. Je m'arrête pas juste sur la ligne blanche. Je pense que le référenceur aujourd'hui, c'est avant tout un conseiller qui doit traiter, qui doit aborder la chose comme une globalité, l'achat sur un site e-commerce, pour parler que d'un e-commerce, comme une globalité. Et il se doit d'apporter son savoir-faire. Même sachant qu'en plus, si le référenceur rentre chez le client avec une mission de référencement, c'est aussi un moyen, par exemple, je pense à du Google Analytics, du paramétrage avancé sur des sites de e-commerce, paramétrer le tunnel de conversion sur Google Analytics, sur des tableaux de bord détaillés, il y a moyen d'accompagner le client et en plus d'avoir derrière des prestations supplémentaires. Donc, je pense que en tant que bon référenceur, il ne faut pas se limiter à juste le pur SEO. Ok, selon toi, quels sont les facteurs, justement, les facteurs clés d'une bonne campagne de référencement? Alors, une bonne campagne de référencement, c'est une bonne question. Moi, je vais tendance à enfoncer les portes ouvertes, mais la base de la base, c'est l'optimisation déjà du site. J'ai fait je sais pas combien d'audits de référencement où les clients, je leur explique par A plus B ce qu'il faut faire sur leur site, je leur donne les outils, je leur explique, je leur montre des sites qui sont bien faits, etc. Et pour autant, le client, il va modifier 2-3 balises par-ci par-là, il va mettre une petite photo, un peu de texte par-ci par-là, mais ils n'appliquent pas les recommandations profondes. Et après, même si nous, on fait des liens, même si on fait du marketing à côté, etc., à partir du moment où le site n'est pas optimisé, on traîne un boulet. Donc déjà, règle numéro 1, une bonne campagne de référencement, c'est enlever les boulets que vous avez autour des pieds, quoi. C'est les balises, les métas, les titres, le texte, éviter les contenus dupliqués. Voilà, déjà ça commence par ça. Si ça c'est pas fait, c'est pas la peine déjà d'aller plus loin. Très bien. Et alors, justement, les leviers d'optimisation du SEO, pour toi, ce serait quoi dans l'idéal, par exemple, quand on met en place un nouveau site ou qu'on en a déjà un, justement, pour essayer d'optimiser un peu tout ça? Il y a l'optimisation interne, hein, ce que je viens de dire. Donc, tout ce qui est balise. Hein. Après, on se rapproche même des guidelines Google, hein, des consignes officielles Webmaster Tool. Éviter, déjà il faut du contenu texte. Ça, je crois que c'est quelque chose maintenant qui est rentré dans les mœurs de beaucoup de gens, peut-être pas encore assez des clients. Il faut du texte, il faut du texte, il faut du texte. Encore ce matin, je regardais un site. J'ai des catégories de produits, j'ai que des photos, j'ai pas de texte, j'ai rien. Ça, je suis désolé, mais on sait pas se positionner. Donc il faut du texte, c'est évident. Du texte pas copier-coller, ça c'est aussi quelque chose qui est très important à faire comprendre aux clients parce qu'ils ont du mal en général. Et parfois ils se copient eux-mêmes. C'est ni fait ni à faire. Donc il y a vraiment une partie évangélisation. Et puis après évidemment dans un second temps, une fois qu'on a traité le maillage interne, il y a tout ce qui est création externe de liens. Donc ça j'ai tendance à dire c'est la partie ardue de la chose parce que ça peut être le Far West. Et on peut y aller au cure-dent comme on peut y aller au bazooka. Et les effets ne sont pas les mêmes et les risques ne sont pas les mêmes. Voilà. Et puis tu parlais de Google Webmaster Tool, mais il y a aussi, je crois, qui est arrivé en français récemment, la Google Webmaster Academy, qui avant était qu'en anglais. Ouais. Oui. Moi j'avoue, j'ai jamais, le fait que ce soit en anglais ou pas, ça me pose pas de problème. Donc j'ai pas pris ça comme une information extraordinaire. Alors, c'est bien, ça va dans le bon sens. Et puis, on remarque aussi, il y a aussi l'ouverture du blog des équipes Google en français qui a ouvert, qui a été annoncé lors du SEO Campus l'année dernière. Et si vous faites une petite faute de frappe sur l'adresse du blog, vous tombez sur un blog légèrement différent. Je vous laisse regarder. J'étais content de moi. Fait en direct live lors de la conférence, lors de l'annonce de Google au SEO Campus. Ok, et alors est-ce que les entreprises aujourd'hui prennent conscience finalement de l'importance du SEO et comment est-ce que concrètement ça se traduit cette prise de conscience?
Oui, les entreprises prennent conscience du SEO. Aujourd'hui, bon, toutes les entreprises ont des sites internet. Elles ont compris qu'il fallait mettre un peu de budget dedans parce que sinon ça ressemblait à rien. Elles se rendent bien compte que le site du concurrent il est quand même vachement plus joli et vachement plus vendeur que le sien. Maintenant, oui, ils se disent bon bah ok, mais maintenant j'aimerais bien être premier sur Google quand même parce que j'ai pas grand monde qui vient sur mon site. En général, le client, on va dire une grosse majorité des clients, ils en sont là. En tout cas, tout ce qui est PME. Après, ils n'ont pas forcément conscience de ce que ça implique le référencement, le fait que parfois il faut tout recasser le site qu'ils viennent de faire parce que ça n'a pas été bien fait. Et on en viendra, je pense, à la dernière partie de l'interview sur comment anticiper la mission du SEO vraiment en amont de la conception du site internet. Et donc, en général, on peut être mal accueilli parce qu'on dit ouais, mais votre site, d'accord, il est super beau, mais il peut pas se référencer. Enfin, c'est pas possible. Il faut presque tout changer. Donc, le client, quand on lui explique que ça va lui coûter plus cher que ce qu'il a fait pour créer son site, la pilule a du mal à passer. Mais il y a un moment, voilà, c'est aussi comme ça que ça se passe, quoi. Et est-ce qu'un blog aujourd'hui finalement est indispensable pour une entreprise, que ce soit alors pour un site de e-commerce, mais par exemple pour des sites, on va dire un peu plus qui restent des sites dynamiques, mais qui sont un peu plus statiques en termes de contenu, je veux dire. Moi, c'est ce que je conseille en tout cas. C'est ce que je conseille parce que l'avantage du blog, ça permet d'avoir un discours qui est un petit peu moins édulcoré que la plaquette de vente, que la page de vente. Ça permet de répondre à des problématiques particulières. Moi, j'ai tendance à dire un blog. Le blog dont je parlais ce matin, c'était un blog sur la géothermie, quelque chose comme ça. Donc, parmi mes conseils, c'était de faire, je sais pas, faites un blog et puis écrivez titre du blog, qu'est-ce que la géothermie, à quoi ça sert, combien ça coûte, les avantages de la géothermie, les inconvénients de la géothermie. Enfin, il y a moyen de broder un petit peu à l'infini, ne serait-ce qu'en s'inspirant de ce que font les autres sites internet. Et puis là, c'est sur un mot-clé. Après, il y a moyen de décliner les choses. L'avantage d'avoir un blog et d'écrire des articles de cette nature régulièrement, ça permet d'avoir du contenu. Ça permet aussi de faire revenir les gens plus régulièrement sur votre site, parce que s'il n'y a pas d'actualité, les gens ne reviennent pas. Moi, ça me paraît être indispensable. Après, certains diront oui, mais moi j'ai pas de blog et j'aimerais bien me positionner. C'est vrai aussi, mais c'est plus difficile. Et est-ce que tu ne te heurtes pas justement dans le cas de figure où tu recommandes à l'entreprise de faire un blog, est-ce que tu ne te heurtes pas par exemple à des arguments du type voilà, mais vous êtes gentil, mais moi j'ai pas le temps de nourrir un blog? À ça, la réponse, moi, la réponse est quasi systématique parce qu'effectivement, cet argument, on l'a à chaque fois. Hein. C'est quand on dit qu'il faut faire un article par semaine ou ne serait-ce que 2 par mois, les clients nous regardent genre, mais j'ai pas le temps. On dit oui, je sais que vous n'avez pas le temps. C'est pour ça qu'il y a des rédacteurs web qui existent et c'est un métier. Donc c'est un métier, c'est un budget. Vous n'avez pas le temps, d'accord, mais moi, je peux vous présenter du monde qui sait faire. C'est ça la réponse. Donc c'est pour ça que je pense que le métier de rédacteur web a de l'avenir. D'accord. Alors maintenant, on va passer un petit peu. Donc là, on a fait un petit peu le tour de ce qu'est le SEO aujourd'hui. On a vu un petit peu comment ça pouvait se mettre en œuvre, les tenants, les aboutissants. Et finalement, on va parler du SEO demain. Parce que c'est quelque chose qui est en constante évolution. Il suffit pas de se former au SEO maintenant et puis de plus suivre l'actualité, d'appliquer des choses. Si on reste pas un petit peu sur de l'actualité fraîche au niveau du SEO, au bout de 2 mois déjà ou au bout de 6 mois, on est très vite dépassé. Comment est-ce que toi tu vois justement ton métier dans 5 ans? C'est une bonne question. Déjà, la question que je me pose, et je me la pose vraiment profondément, c'est est-ce que Google sera encore là dans 5 ans? On n'est pas à l'abri de voir disparaître une grosse puissance comme ça du jour au lendemain pour une raison X ou Y, pour une nouvelle techno qui arrive, pour un scandale particulier, pour un procès particulier, je sais pas. Donc moi déjà, c'est la première question que je me pose. Bon, je pense pas, mais c'est la question mérite d'être posée. Après l'évolution, quoi qu'il arrive, le but sur Internet, c'est et ça va être encore plus de vendre. Donc vendre, qu'est-ce que c'est? C'est du marketing, c'est du commercial. Le SEO, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui doit avoir une fibre commerciale, une fibre marketing.
Moi, ça me paraît difficile de juste être pur SEO. Ben, on voit bien, je vais prendre l'exemple de SEO Moz, un site connu aux États-Unis qui a changé de nom il y a quelques temps pour enlever le SEO, donc qui veut dire référencement, hein, à l'avant de son nom, pour juste s'appeler Moz, parce que l'étiquette référencement était trop serrée par rapport à l'image qu'il voulait donner et par rapport à ce qu'il voulait faire. Donc, je pense que le métier du SEO, il va y avoir deux choses. Ça va d'une manière générale, vis-à-vis du client, ça va s'ouvrir énormément. Il va vraiment falloir être multifacette et être capable de proposer de proposer soi-même ou d'avoir des gens en interne ou des connaissances qui permettent de traiter des ressources plus larges. Et à l'inverse, je pense qu'il va falloir être vraiment de plus en plus pointu. Je pense notamment concernant tout ce qui est optimisation interne de site et concernant tout ce qui est création de liens externes. Il va falloir développer pour être vraiment efficace et sans forcément avoir à attendre trop longtemps. Il va falloir mettre en place des machines fantômes, des robots qui tournent, qui font du contenu, enfin qui gèrent le contenu, pas forcément qui le génèrent, hein, mais qui gèrent le contenu, qui gèrent des posts. Il y a déjà des outils comme ça, hein, ça existe, ça se sait pas forcément. On en entend parfois parler dans les conférences, mais les gens voient pas comment ça fonctionne. Pour avoir vu tourner ce genre de bêtes, c'est impressionnant, ça tourne déjà aujourd'hui. Ça reste encore les développeurs qui se font ça se les gardent pour eux, on n'en parle pas évidemment parce que ça marche bien. Mais là pour le coup ça requiert un niveau de technicité, moi que j'ai clairement pas aujourd'hui, hein, parce que je suis pas développeur, mais ça voilà, il va falloir aussi pour être performant, ce sera une case obligée. Et est-ce que finalement le SEO, aujourd'hui Google, comme finalement Facebook, se positionne un peu en régie publicitaire, plus qu'en réseaux sociaux ou en moteur de recherche, ils arrivent à générer quand même de très gros chiffres d'affaires là-dessus. Est-ce que le SEO va pas disparaître ou en tout cas être mis un peu en arrière-plan au profit du SIA? C'est ce qu'on observe déjà. Comme le SEO devient un petit peu devient plus difficile que par le passé, ben c'est tentant de se dire allez, au moins je fais du SIA. Donc SIA, hein, c'est le fait de payer pour être affiché directement dans la pub. C'est plus tentant. Maintenant, moi c'est pas là-dessus, c'est pas vers ça que j'ai envie de m'orienter parce que aujourd'hui un client qui vient voir qui me dit voilà Mathieu, j'ai 1000 € de budget par mois. Qu'est-ce que tu me conseilles, du référencement ou de l'AdWords? Bon, ben, en fonction des cas, il va falloir faire un petit peu des deux, mais autant que possible, moi j'ai tendance à défendre un petit peu mon beefsteak et à dire je préfère qu'il me donne 1000 € de Presta SEO plutôt que 900 € à Google pour faire de l'AdWords et puis 100 € à moi en commission à côté pour jeter un coup d'œil de temps en temps au compte AdWords, quoi. Sur des budgets comme ça c'est pas intéressant. Et à quoi finalement devra ressembler le site internet de demain pour arriver en tête des résultats de recherche dans le fameux top 3, dans cette zone chaude qu'on a dans les moteurs de recherche? Eh ben, c'est une très bonne question, je te remercie de me la poser. Alors je sais évidemment, mais je dirais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. On voit que les sites évoluent, les règles évoluent, Google évolue, les moteurs évoluent, les gens évoluent aussi, les gens apprennent à faire la différence entre un site bien, un site pas bien. Est-ce que un site avec où l'expérience utilisateur, le fameux UX, est mise en avant sur certains sites par rapport à d'autres? Est-ce que ce critère-là sera encore plus mis en avant par le moteur? Est-ce que l'algorithme sera encore plus pertinent? Je pense, mais voilà. Et je peux pas, j'en sais pas plus. Et est-ce que tu penses, puisqu'on est vraiment encore dans l'avenir et que là pour l'instant c'est un marché qui démarre, j'oserais dire timidement, quelle influence est-ce que tu penses que les wearable devices, par exemple la fameuse Apple Watch ou autre, vont avoir sur le SEO, en dehors bien évidemment de la présence du smartphone qui lui s'est totalement démocratisé, mais est-ce que tu penses que ces wearable devices vont avoir un impact complémentaire sur le référencement?
pense que l'impact, s'il y a impact, il sera de toute façon clairement limité. Après, ça peut favoriser encore l'émergence de tout ce qui est recherche locale, donc tout ce qui est géolocalisé. Je suis avec ma montre, je suis avec même mon téléphone. Je cherche un restaurant à côté de là où je suis. Si je fais une recherche directement sur mon téléphone, bon, bah, il va avoir tendance à me proposer des choses qui sont géolocalisées. À part cet impact sur la géolocalisation, je vois pas en quoi ça pourrait révolutionner ce qui est actuellement. D'accord. Et bon, maintenant on va attaquer, on était un peu dans la prospective, on va attaquer la dernière partie avant de passer aux questions, et avant de passer aux questions, j'expliquerai un petit peu comment on va procéder pour tout ça, mais on va passer donc à la partie, l'importance justement d'intégrer la stratégie SEO dès l'écriture du code, parce que souvent, moi en tant qu'élève développeur, je me balade, je regarde un peu comment sont faits les codes, et des fois je surprends à ne trouver ni balise title, ni balise alt, etc. Et à l'appel, hein, c'est assez récurrent. Alors, oui. déjà dans un premier temps, à quel moment la stratégie SEO intervient-elle dans un projet web? Aujourd'hui, je suis l'entreprise X, je décide de prendre une agence web qui va faire mon site internet. À quel moment est-ce que l'agence web est censée me proposer la stratégie SEO, ou à quel moment est-ce que moi je dois en tant que client l'envisager? Je pense qu'il ne faut pas attendre que ce soit l'agence web qui le propose, c'est au client à l'intégrer directement dans son cahier des charges. Ça doit faire partie intégrante de la création du site internet, au même titre que le graphisme, au même titre que les fonctionnalités du site. C'est vraiment la chose à prendre le plus en amont possible, parce que le SEO va peut-être même influencer sur la navigation du site, sur l'organisation des différents items dans la barre de navigation, ce genre de choses. C'est pour moi le plus en amont est le mieux. Ok, c'est-à-dire que contrairement finalement à ce qui se fait, en tout cas des décos que j'ai eu d'autres professionnels, malheureusement trop souvent, c'est-à-dire de faire d'abord le site internet, de pas intégrer le SEO, et puis après d'arriver de dire mais il faudrait que mon site soit premier sur Google. Finalement, toi, ce que tu conseilles, c'est vraiment dès le début de l'élaboration du projet, dès qu'on commence à penser à contacter une agence web, et ben de te dire voilà, je veux du SEO en priorité, il faut me l'inclure dans le devis, quoi. Ah oui, pourquoi? Parce qu'en plus, d'un point de vue client, l'agence web, l'argument pour vendre la presta SEO, c'est de dire attention, hein, si vous intégrez le SEO dans une deuxième phase, une fois que le site est en ligne, ça va coûter 2-3 fois le prix, parce qu'il faudra revenir dessus, faudra refaire des choses. Alors que si c'est intégré à la base, bon bah oui, ok, c'est un surplus par rapport à un site nu, mais c'est un investissement pour le futur, quoi. Et pourquoi juste un truc, je suis désolé, je vois sur le chat sur le côté qui défile, je lis pas trop parce que sinon je perds le fil. Voilà, donc je te laisse faire la curation, regarder s'il y a des trucs intéressants. T'inquiète pas, il y a pas de souci. Donc on parlait de l'importance de la stratégie SEO, le fait qu'elle intervienne très tôt. Et pourquoi est-ce que finalement, en dehors du côté il faut que ça intervienne tôt, est-ce que c'est extrêmement important et malheureusement aujourd'hui souvent sous-estimé, d'intégrer justement la stratégie SEO dès l'écriture du code? Oui, alors si j'ai bien compris la question, c'est est-ce que le code est impacté par le SEO dès le départ, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire que voilà, l'idée c'est de se dire tu as un dev qui va écrire ton code, qui est finalement en dehors du fait de dire voilà, il faut l'intégrer très tôt au niveau de la stratégie SEO. Pourquoi est-ce que ça a tant d'importance finalement? Ce qui se passe, c'est que nombre de références, presque tous les blogs de référenceurs sont sur WordPress. D'accord, ça c'est un constat qu'on peut faire assez facilement. Pour autant, la grosse majorité des référenceurs, en particulier ceux qui sont devs de formation et qui ont les compétences, prôneront qu'il faut absolument développer son propre CMS plutôt que d'utiliser un WordPress. Et c'est là où le développeur prend tout son sens dans la stratégie SEO. C'est que il va développer quelque chose de vraiment adapté pour le besoin du client,
pas plus, pas moins, et surtout pas plus, parce que dès qu'on utilise un CMS, on va avoir forcément des lourdeurs qui vont venir se mettre en termes de code et donc en termes de vitesse, de réactivité, qui sont pénalisantes d'un point de vue référencement. Après, il y a un autre aspect, c'est que bon, là, on parle site du client, mais si on parle création de liens et donc création de réseau de sites, parce que créer un site, c'est pas forcément créer ce qu'on appelle le moné-site, le site principal vers lequel on veut, qu'on veut faire émerger des résultats Google. Ça peut être créer un site par-ci par-là, récupérer des noms de domaine expirés et puis créer des sites. Là, les compétences d'un développeur sont pas simplement importantes, elles sont indispensables parce que dans ce cas-là, il s'agit de faire des sites qui ne disposent d'aucun footprint. Le footprint, qu'est-ce que c'est? Ça va être des bouts de code qu'on peut retrouver d'un site à l'autre qui va être capable de vous identifier aux yeux de Google et du monde et qui va permettre de mettre en relation des sites alors que la mise en relation, la création de liens est prohibée par Google. Donc dès que vous voulez faire des liens autres que purement naturels, là il vous faut un développeur qui est capable de faire des sites avec du code qui change à chaque site. D'accord. Et finalement, il y a aussi, j'imagine, dans le fait d'intégrer la stratégie SEO, bon, ça tout bon développeur le sait et le respectera. Enfin, en tout cas, voilà, quand je dis tout bon développeur, c'est tout bon développeur à proprement parler. Il y a aussi la question de la conformité par rapport aux questions des normes établies par le W3C. Oui, c'est marrant. Hein. La question, on me l'a posée encore il n'y a pas plus tard qu'il y a vendredi dernier. Un client qui m'appelle, qui me fait oui, voilà, j'ai mon site qui vient d'être livré, ça va pas, je l'ai passé au W3C, il n'y a rien qui marche. En gros, il me demandait si son site il fallait qu'il le jette. Alors, la réponse que j'ai faite, c'est que oui, c'est important de valider au maximum le W3C. Maintenant, est-ce que c'est un critère fondamental dans le SEO? Est-ce que c'est indispensable de tout passer? Moi, honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas passé un site au W3C, quoi, hein, pour être honnête. Hein. Peut-être à tort, hein, mais j'ai pas l'impression que ce soit. En fait, le W3C va faire ressortir des problèmes qu'on peut connaître par ailleurs. Donc, voilà. Mais un site qui valide le W3C, c'est vraiment très bien. Ça permet d'éviter déjà un certain nombre d'erreurs. Et alors, toi, de ton point de vue de référenceur, et non pas d'un point de vue développeur, justement, en dehors de l'absence de balises, par exemple, quelles sont les erreurs les plus fréquentes dans l'écriture du code que toi, tu constates en tant que référenceur et qui peuvent vraiment faire avoir à un site des pénalités sur Google? Alors, au sein du code directement, je sais pas trop répondre. Pourquoi? Parce que n'étant pas codeur, bon, j'arrive à lire le code, mais de là à l'analyser et être capable de détecter, enfin voilà, à analyser en profondeur le code, j'en ai pas les compétences, donc je vais pas pouvoir répondre. Par contre, ce qui relève directement des développeurs, qui peut être super pénalisant, et là qu'on voit plus couramment qu'on ne le pense, ça va être des robots TXT qui sont mal remplis, avec 10 allow étoiles, par exemple. C'est-à-dire qu'on passe le site de prod, le site de test, on le passe en prod, et puis on oublie d'enlever les balises qui empêchent l'indexation de Google. Ça c'est inadmissible, et puis c'est pas possible quand en SEO. Après, si il y a des choses qui me viennent, je pensais à des sitemaps qui se mettent pas à jour dynamiquement, par exemple, ou des sitemaps qui correspondent pas, qui n'ont pas les bons formats, qui sont difficilement préintégrables dans les Webmaster Tools. Ce genre de choses, ça c'est rédhibitoire. Il faut que ça marche, quoi. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Et qu'est-ce que tu donnerais, et ce sera la dernière question, et après j'expliquerai un petit peu le mode d'emploi de la partie justement interactive de cette interview. Qu'est-ce que tu donnerais justement comme conseil aujourd'hui à des agences web, à des devs, pour finalement avoir une bonne intégration du SEO dans leur code? Peut-être même en termes de réflexion, de manière de penser le code par rapport justement au SEO, c'est-à-dire de ne pas penser juste au rendu du code finalement. J'ai tendance à dire ça viendra tout seul si on prend le SEO le plus en amont possible du projet.
il faut pas attendre et je pense qu'il faut essayer de pas trop se laisser dans la mesure du possible, hein, mais il faut essayer de pas trop se laisser embarquer par toute la partie design du site, qui est grisante et qui plaît beaucoup aux clients. Mais il faut que le client il comprenne qu'il y a un moment, il faut une balise H1, il faut une balise H1. Il faut arriver sur la mettre sur le site, quoi. Puis il faut pas la mettre juste en pied de page, ça marche pas. Donc le code, quand on respecte, quand on intègre le SEO vraiment en amont, au bout d'un moment, enfin, naturellement, il va être propre après. Enfin, il va être propre. Il a tendance à, on va éviter des grandes erreurs, voilà. Ok, très bien. On va donc, là c'était la fin de la partie un peu guidée de cette interview. Pour la partie questions, on va vous laisser, enfin je vais vous laisser poser vos questions sur la partie chat, et au fur et à mesure, moi je vais les lire à Mathieu, les poser à Mathieu, ce qui évitera le côté un peu cohu et le côté un peu je pose une question et puis j'en repose une et puis j'en repose une, et du coup personne n'a la parole qu'on peut déjà voir dans certaines autres interviews malheureusement. Alors on va commencer de manière un petit peu chronologique par une question de Louis T. Comment finalement se lancer en autodidacte? Bah, se lancer en autodidacte, ça je peux répondre parce que je l'ai fait moi. Je pense que pour se lancer en autodidacte, de toute façon, il faut être passionné et puis alors ce que j'ai tendance à dire aux gens qui me posent la question, hein, il faut être curieux. Il faut pas avoir peur de remettre les choses en question. Il faut avoir l'esprit critique. Il faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on lit sur Internet, et même tout ce que dit Google. Il n'y a que les résultats qui comptent. Donc à partir du moment où vous faites des tests, il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Essayez d'agir si possible par palier pour essayer d'identifier ce qui va marcher pour vous à un instant donné, sur une thématique donnée. Il y a pas de loi quoi autre que celle-là, hein, de toute façon. Et alors, au niveau, donc, Sophia Melouche complète un petit peu avec une partie de sa question qu'elle a posée au tout début. Comment les entreprises, justement, se lancent avec un autodidacte? Comment est-ce qu'elles vont vers un autodidacte? Et quels arguments tu peux mettre en place pour dire, bah voilà, je suis autodidacte, mais je peux valoir finalement aussi bien que quelqu'un qui a fait déjà une formation ou un cursus qui soit un peu lié au web? Alors, je vais parler de mon positionnement, hein, il sera peut-être pas vrai pour les autres. Moi, j'ai tendance à mettre en valeur sur mon site internet le fait que j'ai un diplôme d'ingénieur. Après, je précise pas forcément que c'est pas un ingénieur de référencement parce que ça n'existe pas. Mais je pense que pour autant le diplôme permet d'asseoir un certain sérieux, une certaine notoriété. Mais après, de toute façon, il n'y a pas de diplôme de référenceur, donc les gens se doutent bien, sans pour autant utiliser le terme autodidacte qui peut faire peur à certains. Voilà, que le référencement, on apprend sur le tas, quoi. Donc c'est pas un gros mot. Mais je pense pas que ce soit non plus quelque chose à mettre en avant. On va pas frapper chez un client en disant bonjour, je suis autodidacte, je me suis réveillé un matin en voulant faire du SEO, est-ce que vous voulez bien me payer? Bon, on comprend bien que sur un discours commercial, c'est pas le bon axe, quoi. Oui. Et moi, je suis plus, pour aller un petit peu plus loin dans la réponse, la stratégie que moi j'essaie d'avoir une stratégie différenciante par rapport à d'autres confrères référenceurs, parce que aujourd'hui n'importe qui ouvre un site, colle référenceur, expert, n'importe quoi sur son site, et puis voilà, puis ça fait effet. Enfin, ça fait effet, ça peut faire illusion. Il y a plusieurs manières, hein, de se faire connaître en tant que référenceur. Une bonne technique, c'est de participer à des concours de référencement. Ça, c'est quelque chose qui met en valeur et qu'on est capable après derrière commercialement de mettre en avant. Les clients entendent et comprennent. Parce que moi, c'est basé sur du résultat. Pour autant, faire des concours de référencement, ça demande quand même beaucoup de temps et puis ça nécessite de bonnes compétences. C'est pas parce qu'on n'a pas réussi à gagner un concours de référencement qu'on est pour autant un mauvais référenceur, hein, donc ça reste qu'une possibilité. Après, moi, j'essaye d'avoir un positionnement marketing un petit peu plus global. Bon, alors on parle souvent du storytelling, raconter une histoire. Moi, j'avoue que j'aime pas trop tout ce qui est site d'agences web et de référenceurs qui font très léchés avec des jolies photos de photostock avec la blonde d'un côté, la brune de l'autre et puis un ordinateur dans le fond.
Bon, ça c'est des sites, ça marchait peut-être il y a 5 ans, 5-10 ans, mais enfin aujourd'hui, moi c'est pas ça qui me, enfin moi en tant que client, c'est pas ça qui me plairait. Donc je suis sur une approche vraiment différente. J'essaie d'avoir un blog, un ton différent. Je fais faites des vidéos. Vous voulez vous faire connaître, faites des vidéos. On pense souvent à tort que mais non, on n'est peut-être pas légitime, on n'en connaît peut-être pas assez, etc. Mais faites des vidéos. Vous en connaissez pas grand-chose, bah, c'est pas grave. Posez des questions à ceux qui connaissent, organisez des rendez-vous, ce genre de choses. Il y a plein de choses à faire. Et tant qu'on ne s'est pas lancé, de toute façon, on peut pas savoir. On peut pas savoir si ça va marcher. Ouais. Et alors une question un peu plus opérationnelle de Sophia toujours. Oui. Par quoi est-ce que tu commences par quoi est-ce qu'on peut, nous, en n'étant pas professionnels du référencement, commencer à tester un site? J'ai pas compris. Tester un site. Ouais, comment est-ce que, en étant pas professionnel du référencement, on peut, on va dire, établir un diagnostic de ce qu'il y a à faire et de ce qui ne va pas sur un site? Alors, il y a, enfin, si, sans connaissance, je suis désolé, je sais pas qui c'est qui s'acharne sur la sonnette. Sans connaissance approfondie, il existe des outils en ligne, gratuits ou payants, qui permettent de faire des diagnostics. Alors, je vais parler enfin, je sais pas ce qui me vient. Il y a, vous avez Raven Tool, vous avez Moz, vous avez Analytics SEO, vous avez, enfin, il en existe un certain nombre qui font des audits automatiques, qui vont vous donner une liste des actions à faire. Vous avez Advanced Web Ranking. Voilà, il y a pas mal de choses. Ça peut être un bon point de départ. Moi, je sais que en ce qui me concerne, la grosse limite de ces outils, c'est que oui, ça va faire un gros point de vue comme ça. Pour autant, il faut aller dans le détail. Il faut vraiment aller dans le détail parce que c'est le petit robot TXT qu'on n'aura pas vu, que l'analyse va pas nous montrer, qui va bloquer l'ensemble du référencement, quoi. Et Sébastien demande justement, à part les mots-clés, les expressions clés, que regroupe le référencement naturel? Est-ce que tu peux me donner une, une espèce de définition finalement de ce qu'est le référencement naturel et des différents facteurs qu'on va pouvoir retrouver à l'intérieur? Le référencement naturel, pour moi, c'est amener du trafic sur un site. Si je dois résumer ça en une phrase, pour moi, c'est ça. C'est amener du trafic. Et si possible, du trafic qualifié. Ok, et quels sont bon, les facteurs, on les a vus tout à l'heure. On a parlé justement un petit peu de la question des annuaires, et William nous dit que justement aujourd'hui il vaut mieux, plutôt que d'aller vers les annuaires, se tourner vers l'inbound marketing. Alors qu'est-ce que toi tu en penses? Bah écoute, je te retournerai la question. Qu'est-ce que c'est que l'inbound marketing? Et enfin sur des grands mots, enfin sur des grandes, enfin voilà, sur des mots enfin sur cette expression qu'on voit passer un petit peu partout, qu'est-ce que ça regroupe? Si ça regroupe l'ensemble des techniques, ce que j'appelais tout à l'heure marketing au sens large, oui, le référencement, il faut que ça prenne en compte tous ces aspects-là. Je vais même aller plus loin. Est-ce que le référencement, ça passe pas aussi quelque part par le retour à du SMS pour solliciter le client, pour revenir sur le site internet, pour avoir des touches directes? Je sais pas, mais il y a des choses à faire, des choses à tester. Ok, très bien. Il y avait une question à un moment, alors j'ai perdu, je ne sais plus qui l'a posée, mais quand tu as parlé justement de passer son site au W3C, finalement, qu'est-ce que ça veut dire en gros pour les néophytes? Bah, en gros, ça permet il y a des standards qui ont été définis par un organisme, je sais pas lequel, sur qu'est-ce qu'un site bien codé pour faciliter son accessibilité, surtout en particulier avec différents logiciels pour les personnes malvoyantes, ce genre de choses. Voilà, c'est un outil qui vérifie qu'on respecte toutes ces règles. Pour autant, c'est pas parce qu'on respecte pas ces règles que le site qu'on est en train de mettre en place n'est pas visuellement attractif et fonctionnel. Ok, et je rappelle quand même que les endroits où on peut faire un peu de mock ou même les cours par correspondance comme avec le MWeb ou Open Classroom disent bien que voilà, il est quand même important de respecter le W3C pour avoir un beau code et non pas quelque chose de, comme j'ai entendu un professionnel le dire, de coder avec les pieds. Tout à fait, tout à fait.
Alors, Quoi qu'il arrive, un bon code sera forcément bénéfique à du référencement. Le site ira plus vite, il sera plus facile à débugger. Enfin, effectivement, ça me paraît être quelque chose de vraiment important. Sébastien toujours demande quelles sont les balises où on place son SEO, dans quel ordre croissant. Alors, je sais pas ce qu'il veut dire par là, mais Dans quel ordre on traite les balises? Moi, j'ai tendance à dire les balises, il faut les traiter. Enfin, il faut toutes les traiter. Si on n'en traite pas une, ben, c'est un boulet qu'on traîne. Donc, moi, un site internet, enfin, l'optimisation interne d'un site internet, pour moi, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est couper, enfin, se détacher de l'ensemble des boulets que le site a naturellement. Donc, dès qu'une balise n'est pas remplie, bah, c'est un boulet. Et le référencement, c'est une course. Hein, le but, c'est pas juste d'aller vite. Il faut aller plus vite que les concurrents. Donc, peut-être que vous allez aller plus vite que vos concurrents en ayant encore des boulets, mais le jour où le concurrent, lui, il s'occupe d'optimiser son site, bah, il va falloir vous faire de même. aujourd'hui, donc, Louis demande qu'est-ce qui caractérise, pardon, un trafic finalement qualifié sur un site internet. Bah, sur un e-commerce, c'est un trafic qui amène à une vente. Sur un site vitrine, c'est un petit peu plus délicat parce que ça peut être tout est dans la mesure. Qu'est-ce qu'un trafic? Tout est dans la mesure de la qualification. Est-ce que après bon ça se décide en interne hein, vis-à-vis du client. Est-ce qu'un un visiteur qualifié c'est un visiteur qui reste plus de X secondes sur telle page? Est-ce que c'est un visiteur qualifié c'est un visiteur qui soumet ses coordonnées à travers le formulaire de contact ou qui s'abonne à la newsletter? Voilà, on est vraiment dans de la stratégie pure et dure et ça fait partie des indicateurs qu'on a à définir dès le départ, des indicateurs de performance, les fameux KPI. Ok. On va mettre ça en relation avec une question de Kanita avant de revenir sur une question de Maxime. Kanita demande quelle est la fréquence de visite des robots des moteurs de recherche? Ça va dépendre de la taille de votre site. Les robots, alors si vous voulez avoir une réponse très précise, il faut aller observer les logs sur votre serveur et vous allez être capable de voir à quelle fréquence est passé le robot sur votre site. Sur un site qui bouge pas et qui est vieux, ça peut aller de plusieurs jours à plusieurs fois par jour sur des sites plus actifs. Ok, et Maxime demande justement s'il y a une niche à se lancer. Alors j'imagine que la niche à se lancer, ça va être la niche à se lancer par rapport au métier de référenceur. Bah, des niches, il y en a partout autour de nous. Hein. Après, il faut une niche qui vende. Ah, enfin, alors, on parle de quoi? De niche en tant que métier de référenceur ou une niche au sens large, au sens e-commerce? Écoute, je pense que la niche, ouais, c'est plus au sens. Enfin, Maxime corrige hein, si je me trompe dans les commentaires, mais je pense que la niche, c'est plutôt effectivement au sens du métier de référenceur. Est-ce que c'est une niche? Oui, parce que c'est pas encore non plus complètement démocratisé. Toutes les agences web vendent du référencement, pour autant elles savent pas faire du référencement. Donc au bout d'un moment, quand il y a un client qui commence à être vraiment exigeant sur des résultats, bah, c'est vite la panique et pour le coup, les agences web se redirigent après vers des gens qui ne font que du référencement. Moi, d'où le positionnement que j'ai actuellement, hein, parce que je pourrais continuer à faire des sites par-ci par-là, mais non, le but c'est vraiment de vendre que du référencement, c'est l'étiquette référenceur. Donc oui, il y a une niche, il y a une valeur ajoutée par rapport à ça, parce qu'effectivement, même si les développeurs, les agences web, les designers, tout le monde autour du projet autour d'Internet, les community managers, etc., tout le monde a une vague idée de ce qu'est le référencement. Pour autant, une fois qu'il s'agit de mettre les mains dedans, bah, on est content d'avoir des référenceurs à qui s'adresser directement. Donc oui, il y a une niche et oui, il y a quelque chose à faire. Ok, et puis je voudrais rebondir un petit peu sur ce que tu viens de dire. Toutes les agences web, enfin en tout cas beaucoup d'entre elles vendent du référencement. Il faut aussi faire très attention quand on contacte une agence web parce que la majeure partie d'entre elles, voire la quasi-totalité, vous vendent des sites qui sont optimisés pour le référencement, ce qui ne veut pas dire qu'elles vont faire le travail de référencement. Oui, et encore, je mettrais même des gros guillemets sur des sites optimisés référencement. Parce que le site, si c'est juste la partie technique qui est optimisée, enfin, ça n'a aucun intérêt. Il faut que le contenu soit optimisé, il faut que l'ensemble du site soit optimisé et pas juste la partie technique, quoi.
Absolument. Alors, Louis pose une question par rapport aux robots, et visiblement on arrive un peu à la fin des questions. Si vous en avez encore, allez-y, c'est le moment. Justement, comment fonctionnent les robots et en gros, à quoi servent-ils? Alors, on va parler, c'est une question assez générale. Un robot, qu'est-ce que c'est? C'est un script qui tourne et qui est destiné à aller chercher, à faire une action. Donc l'action, qu'est-ce que c'est? Ça va être récupérer de l'info. Le robot de Google, hein, le Google Bot, lui, son action, c'est de parcourir automatiquement le web, de suivre les liens et d'emmagasiner tout ce qu'il y a sur une page internet. Après, vous pouvez vous-même en tant que développeur, et ce sont des fonctionnalités qui sont très très appréciées par les référenceurs, développer des outils qui vont aider le référenceur dans sa recherche d'informations, dans la prospection au niveau des mots-clés, dans l'analyse des concurrents, dans le suivi des positionnements des différents mots-clés. Donc voilà, c'est un robot, la définition est très très large, quoi. Ok, merci. Alors, on parlait justement de la question des mots-clés, du positionnement. Aurélie demande, est-ce que tu as des conseils pour bien optimiser un texte, par exemple pour un blog, pour que ce soit vraiment optimisé et pour la lecture, puisqu'on doit penser évidemment les sites pour les utilisateurs et non pas pour les moteurs de recherche. Il faut limite oublier qu'ils existent, a priori, de ce que j'ai lu récemment, et je crois d'ailleurs sur ton blog. Et alors, comment finalement on optimise un texte pour le SEO? Moi, ma position, c'est j'essaye de faire au minimum, un texte, j'ai tendance à préconiser que c'est minimum 300-400 mots. Le but, si on essaye de contenter à la fois le moteur de recherche et à la fois l'utilisateur, ce qui est assez efficace, c'est dans les premières lignes du texte, c'est de résumer la totalité de ce qu'on va dire. C'est-à-dire que si on va parler d'une problématique, on va tout de suite en introduction dire voilà, la problématique c'est ça. Nous on pense que il y a telle solution. Voici pourquoi, par exemple. Et après, pof, on déroule. L'intérêt d'avoir cette méthodologie de rédaction que j'applique pas forcément à mon blog directement, hein, mais que je conseille à mes clients, c'est que si vous n'avez pas le temps de rédiger les balises métadescription, Google va prendre les premières lignes du texte qu'il va trouver en haut de votre article et il va s'en servir pour l'afficher dans les résultats de recherche. Et ce texte-là, c'est celui-là qui va être prédominant, qui peut jouer fortement sur le clic des internautes, parce que un texte d'accroche vendeur ou qui répond à une problématique particulière, va tirer plus l'œil et va générer plus de trafic. D'accord, merci pour cette réponse. Alors, on va l'introduction. Voilà, la problématique c'est ça. Hop là, voilà. Donc on arrive quasiment sur la fin. J'ai vu une dernière question. Kanita demandait finalement en objectif, est-ce qu'on peut objectiver un temps avant d'être premier sur un mot-clé ou sur un terme clé pour le SEO, se dire voilà, moi je veux arriver sur ce mot-clé-là. En combien de temps est-ce que c'est raisonnable finalement de se donner cet objectif? Tant qu'on n'a pas travaillé sur un secteur et sur un mot-clé en particulier, c'est vraiment difficile. Il faut bien connaître la concurrence, il faut connaître la force de ce qu'on est capable de mettre en œuvre. Donc sans retour d'expérience, c'est pas possible de dire quelque chose de précis. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est que le référencement, c'est une obligation de moyens et pas forcément de résultats. Ça va un petit peu à l'encontre de ce que demandent les clients, qui eux, ils veulent du résultat, hein. Donc, il faut être capable d'expliquer aux clients qu'il y a un moment, vous maîtrisez pas tout, vous maîtrisez pas vos concurrents et vous maîtrisez pas l'algorithme qui va générer le classement. Donc, à partir de là, vous maîtrisez vous, mais pas les deux autres piliers. Donc, vous pouvez estimer et espérer des mouvements assez rapidement sur les pages de résultats dès que vous commencez à travailler. Pour autant, arriver en première page, déjà, est-ce que c'est possible? Ça ne l'est pas toujours, en fonction des moyens que vous avez. Et deux, sous quel délai? Il n'y a pas de règle. C'est vraiment très variable.
Ok, très bien Mathieu. Bah écoute, on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup d'avoir participé. Je vous rappelle que donc vous pouvez retrouver Mathieu Tournade directement sur son site internet yakamama.com, le contacter directement via son adresse mail contact@yakamama.com. Il est présent sur Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn. Vous pouvez même le skyper. Vine, Instagram, vas-y. Ah, tu peux y aller partout, il est partout. Une méga promo. Mathieu est basé donc à Saint-Jean-de-Luz, je crois, au Pays Basque, si j'ai bien fait mon travail. C'est ça. Voilà. Et puis on peut aussi te retrouver, je crois, Mathieu, sur des podcasts sur iTunes, si j'ai bien suivi. Voilà, sur iTunes et puis même directement sur mon site. En fait, c'est une activité que j'apprécie particulièrement parce que je trouve que c'est un format qui est très sympa, qui permet de communiquer vraiment différemment et qui permet de faire passer l'information différemment. Donc moi mon format, c'est des podcasts vidéo qui sont courts, qui sont tous disponibles aussi sur YouTube et qui sont disponibles après sur votre téléphone que vous pouvez télécharger directement et écouter pendant les transports en commun ou les longs voyages en voiture. Voilà, moi j'en écoute de mon côté énormément et c'est quelque chose, je pense, qui a vraiment de l'avenir. C'est du média alternatif. Ça permet d'apprendre plein de choses et ça permet aussi de se former. N'hésitez pas à regarder, ne serait-ce que pour tout ce qui est news tech, développement personnel. Il y a vraiment plein de choses à faire avec le podcast. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande fortement. Merci Mathieu. Et donc cette interview live à laquelle tu as gentiment accepté de répondre est organisée par les élèves de l'école d'enseignement à distance agréée par la Chaned, l'EMWeb. Vous pouvez retrouver soit le site de l'EMWeb en tapant EMWeb sur Google, soit le site des élèves de l'EMWeb, puisqu'on vient d'ouvrir notre blog. On est aussi présent via des groupes Facebook. Et donc notre blog, c'est élèveemweb.wordpress.com. Et puis au passage, j'en profite pour faire un peu de promotion. Je vous invite, pour ceux qui sont développeurs et développeuses, voilà, à adhérer à l'association Fier d'être dev, qui il y a pas longtemps a fait une petite conférence, une petite intervention au niveau de l'école 42 de Xavier, qui est maintenant bien connue. Voilà, en tout cas, merci encore Mathieu. Et puis, oui. Une dernière chose, juste parce que ça peut intéresser les gens qui suivent, pour ceux qui veulent se lancer. Pareil aussi, moi je crois beaucoup au partage. J'ai mis à disposition sur mon site internet, il y a un gros bouton téléchargement où je propose des exemples de contrats, des contrats de référencement, des contrats de maintenance de site, un exemple de cahier des charges de rédaction de site internet. C'est ce qui me génère le plus de trafic sur le site internet. C'est des documents de qualité qui sont validés par des avocats. Donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil, ça vaut le détour et c'est gratos. Effectivement. Et d'autant plus pour y avoir vraiment jeté un coup d'œil et m'être servi de certains d'entre eux, sont des documents qui sont extrêmement bien faits. Voilà, donc on va clôturer cette interview. Merci à Mathieu, merci aux personnes qui nous ont suivis. Vous pourrez, dès que le montage sera fait et qu'on aura validé ça avec Mathieu tous les deux, vous pourrez retrouver bien évidemment ce live enregistré sur la chaîne YouTube des élèves de l'EMWeb. Pour la modique somme de 100 € par visionnage. Non, malheureusement, nous ne sommes ni Norman ni Cyprien. C'est parce que tu m'avais dit. Ouais, ça alors. Coupé. Voilà, coupé. Et ce sera donc le mot de la fin. Merci encore à toi, Mathieu. Mais de rien. Salut, merci à tous d'avoir suivi et puis à très bientôt. Bye. À bientôt avec les élèves de l'EMWeb. Bonne journée.